Je suis ravi d'introduire cette deuxième session, de retrouver aussi beaucoup de gens avec qui nous avons travaillé dans le passé à l'IRI. Je vois Laurent Manœuvre, Joël Lemarec. Je vais effectivement essayer de faire le pont entre des travaux qui sont déjà anciens, qui ont été menés il y a bien 5 ou 6 ans déjà, mais qui ont en fait petit à petit amené à la création du réseau Participact. Et ça, c'est la raison pour laquelle il est intéressant aujourd'hui de faire un point aussi sur où nous allons et quelles seraient les mutations intéressantes à envisager dans le cadre des musées en relation avec cette question alors au départ des sciences participatives, il faut bien le préciser, hein, qui ont une définition tout à fait précise, qui sont donc tout à fait précisément définies par l'utilisation de protocoles, notamment de protocoles d'observation, mais donc qui croisent bien sûr des pratiques participatives qui sont déjà très anciennes dans le champ de la culture. Toute la question, et c'est ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de finalement se reposer des questions un peu fondamentales sur comment dans le musée se croisent le savoir et le sensible, puisque finalement, la recherche culturelle va devoir, c'est pas forcément facile, mais elle a ce double objectif de développer des savoirs et de développer le sensible, c'est-à-dire développer bien sûr la sensibilité et l'ouverture à l'art. Alors, je parle des musées d'art parce que je viens du Centre Pompidou, mais bien sûr, dans les musées de sciences, la question du sensible n'est pas du tout absente. On fait souvent abusivement une séparation, mais il y a beaucoup de sensibles dans les musées de sciences. Et le Muséum d'histoire naturelle a bien montré que dans tous les projets de sciences participatives, alors pour le coup, la dimension esthétique, hein, la dimension du sensible par rapport à la photographie, par exemple, de ce qui est observé, sont des éléments qui sont déjà présents. Donc finalement, nous sommes tous à évoluer avec un peu des œillères, parfois des regards cloisonnés, mais en fait, ce dialogue entre science et culture est déjà présent à la fois du côté de ce qu'on appelle la culture et du côté de ce qu'on appelle la science. Alors, je vais partager quelques slides, si ça fonctionne. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ça fonctionne. Il faut peut-être que je le mette en plein écran. Ouais. Voilà. Donc voilà, partage du sensible, partage du savoir. Je voudrais commencer par ce point-là, en essayant de voir quelles sont dans les musées des fonctions qui sont déjà à l'œuvre, hein, en fait, mais qu'il faut finalement réenvisager, réinterroger à la lumière de cette question qui nous est amenée par les sciences participatives, finalement, puisque c'est quand même ça l'élément nouveau dans la recherche et dans les réflexions qui nous sont proposées. C'est vrai que avec le ministère de la Culture, j'ai lancé le séminaire sur muséographie, muséologie, nouvelles formes d'adresse au public. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent. C'était un rendez-vous régulier que nous proposions pour travailler sur la question de la recherche dans les musées. On ne parlait pas à cette époque-là de sciences participatives. C'est le rapport Houlier, principalement, 2018, qui a lancé cette réflexion. Et bien évidemment, toutes les actions pionnières du Muséum national d'histoire naturelle. Ne citons que Viginature pour préciser les choses. En deuxième partie, je voudrais m'interroger un peu plus sur ce que nous appelons à l'IRID l'organologie de la contribution au musée, c'est-à-dire finalement tous les instruments qui sont disponibles. Et ce n'est pas seulement des instruments techniques, ça peut être aussi des instruments biologiques, sociaux, qui sont relatifs à l'environnement, finalement au milieu, on dirait, du musée. Et enfin, des travaux que nous avons menés dans le cadre du réseau Participa. Donc,
sur la question des territoires, de la capacitation et de l'économie. Donc des travaux auxquels je vais me référer assez souvent, qui ont été menés par notamment Victor Drouin et Lisa Chupin au moment du lancement du réseau Participact. Alors, je commence souvent par ce tableau parce que pour moi, à la fois, il résume beaucoup de questions historiques sur la question de ce qu'on appelle la participation, mais qui en fait est un terme un peu vague, à mon avis, et qui mérite d'être précisé parce qu'il y a des tas de formes de participation. Fondamentalement, il y a ce que nous aimons à l'IRI désigner par la figure de l'amateur. Donc vous avez là, dans la Grande Galerie du Louvre, dans ce tableau d'Hubert Robert, qui date à peu près de la période qui suit la Révolution, un amateur qui effectivement copie les tableaux et qui, c'est intéressant, utilise pas forcément de la peinture, qui est l'outil traditionnel de l'artiste, mais qui va commencer à utiliser des techniques qui permettent de partager le sensible, justement, de manière beaucoup plus large. L'amateur va utiliser, par exemple, la gravure, les techniques de reproduction, et on le voit aujourd'hui sur Internet. Les communautés d'amateurs sur Internet sont tout à fait équipées pour privilégier le partage, finalement. C'est ce partage du sensible et se diffuse beaucoup plus rapidement, beaucoup plus systématiquement avec les nouveaux outils, nouvelles technologies. Mais en fait, il y a toujours eu des outils à la disposition de l'amateur. Donc ça, c'est le premier élément historique intéressant à rappeler. Alors, première fonction intéressante que l'on trouve dans les musées, c'est la question de la curiosité. Le musée est typiquement un lieu de curiosité. Alors, bien sûr, je vous donne un élément qui est tout à fait évident et qui témoigne de manière tout à fait évidente de cette question, c'est les cabinets de curiosité, donc, que vous pouvez voir d'ailleurs. Là, je pense que celui-là est celui du Muséum national d'histoire naturelle, de la bibliothèque, que nous avions pu visiter d'ailleurs grâce à nos amis du muséum au moment où on a lancé le réseau Participact. Le cabinet de curiosité, c'est intéressant parce que d'abord, c'est une fonction, qui est la fonction d'observation, la fonction de curiosité, qui est très à l'œuvre dans tous les projets de sciences participatives que développe le muséum d'ailleurs. Mais c'est pas seulement une fonction, c'est aussi une fonction sociale, c'est-à-dire que la curiosité se partage, elle s'expose à travers, par exemple, cette vitrine que vous voyez à l'écran, et elle s'expose de manière tout à fait esthétique, de manière tout à fait de manière à partager le sensible, comme je l'ai souligné en introduction, et c'est en même temps un outil. C'est-à-dire qu'il y a bien ici une forme de retour à la notion de l'ars grec, c'est-à-dire qui désigne à la fois l'art et la technique. On est là dans un outil qui a une technique, qui a une fonction, mais qui en même temps démontre une visée tout à fait esthétique. Donc cet élément de curiosité est très présent dans les musées. Je dirais que c'est la première des fonctions que l'on trouve. Bon, les cabinets de curiosité ont attiré beaucoup d'attention. Il y a eu récemment une exposition à Landerneau sur ce sujet. C'est aussi repris, bien sûr, par le marché, par le marketing, comme toujours. Donc, les cabinets de curiosité peuvent être aussi des magasins, peuvent être aussi des lieux de commerce. Et puis, surtout, c'est ça qui m'intéresse plus pour le musée aujourd'hui, il y a des tas de dispositifs de curiosité qui mériteraient de sortir du musée. Je prends là, vous voyez par cette photo, les petites bibliothèques que l'on trouve dans la rue. C'est évident que des cabinets de curiosité urbains, si je puis les appeler comme ça, seraient tout à fait intéressants pour les musées. Alors, ce n'est pas une idée tout à fait nouvelle, puisque nous-mêmes, au Centre Pompidou, je crois que c'était à l'initiative d'Alain Seban, il y avait
le Centre Pompidou mobile qui avait été initié, était cette idée de, hors les murs, de pouvoir finalement, à travers des structures très légères, prolonger finalement cette fonction de curiosité à travers la société. Mais je pense que ça peut prendre des formes aujourd'hui, bien sûr, ça peut prendre aussi des formes numériques. Là, je prends un exemple tout à fait, un exemple presque de menuiserie, mais ça pourrait tout à fait être développé dans le champ numérique. Alors, deuxième fonction importante dans les musées, et aussi qui est souvent d'ailleurs la manière d'aborder une thématique, par exemple pour un conservateur d'aborder une exposition, de construire une exposition, c'est une résolution de problème. Alors la question de la résolution de problème, philosophiquement, a été traitée par Gilbert Simondon, donc qui, vous le savez, nous inspire beaucoup à l'IRI pour la plupart de nos travaux. Et c'est aujourd'hui, dans les musées de société, c'est très souvent un point de départ. Pourquoi? Parce que finalement, si on veut penser des projets de recherche culturelle participative, c'est un point d'entrée très important que de partir des problèmes sociétaux, problèmes écologiques, problèmes politiques même parfois. Ça peut être très intéressant que le musée se saisisse finalement d'un conflit éventuellement. On en a un peu parlé avec nos amis de Bibract dans des sessions Participact antérieures, sur les questions de conflit par rapport à l'exploitation forestière, par exemple, du Morvan. Il y a toujours intérêt à ce que le musée s'intéresse à la résolution d'un problème. Alors, ça peut être un problème scientifique, mais ça peut être un problème tout à fait partagé par les citoyens, par la société. Je me souviens de l'exposition sur la naissance, qui avait eu lieu au Musée de l'Homme, par exemple, qui était tout à fait, voilà, qui partait aussi de réflexions éthiques, bioéthiques, qui étaient à l'ordre du jour de cette époque. Donc, il y a toujours intérêt aussi, à partir de ce point d'entrée, à développer des projets qui vont associer les visiteurs à la construction du projet. Alors, on parle chez nous à l'IRI de contribution parce que la contribution est une sorte de participation, mais plus précise, puisque dans la contribution, on reconnaît l'apport du participant, si je puis dire, et sa contribution va venir alimenter la construction de ce qu'on pourrait appeler une œuvre collective. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant de l'envisager comme une œuvre collective dans les musées d'art. Je vais en donner quelques exemples. Mais là, pour citer un exemple tout à fait historique, qui est très souvent cité en muséologie, qui est l'exposition Click au Brooklyn Museum en 2008, où ce sont effectivement des choix de photographies faits par les visiteurs qui ont constitué l'exposition elle-même. Donc il y a un travail qui a été produit pour un dispositif qui a été mis en place pour recueillir ces choix et construire finalement l'exposition. La contribution peut aussi s'envisager aujourd'hui à travers, pas seulement l'Internet, mais ça peut être au cours de la visite sur smartphone ou à l'époque, là, ce sont des audio guides qu'on avait développés pour le Centre Pompidou, avec des possibilités d'apporter des écrits, des témoignages vocaux, des dessins. C'est ce que nous avions mis en place pour l'exposition Traces du Sacré, qui était à l'époque une exposition un peu, qui se voulait polémique d'ailleurs, sur la question du sacré, et qui recueillait donc des témoignages, des commentaires, et qui faisait ensuite un travail de synthèse de tous ces commentaires produits pendant la visite. Alors, quatrième stade de la contribution, si je puis dire, dans les musées, qui est intéressant, c'est lorsqu'on peut arriver jusqu'au stade de la création collective. Donc, les exemples historiques de Joseph Beuys sont, à ce titre, très intéressants, où là, pour donc le travail qu'il avait fait à Kassel, donc pour la Documenta,
consistait à associer les habitants à ce qu'il appelait une culture sociale, c'est-à-dire une production collective à partir de l'environnement urbain, et puis bien sûr à partir de sa propre réflexion artistique. Donc là, il y a vraiment une contribution de la part des habitants, contribution à une œuvre, on pourrait dire une coopération au sens opéra, œuvre, on pourrait aussi employer le terme de coopération. Alors, peut-être un exemple plus parlant et moins historique, donc plus récent, ici au Centre Pompidou, en 2001, l'œuvre Pocket Full of Memories de Georges Legrady qui avait été présentée dans le forum et qui est une fresque constituée de photographies prises dans le lieu même par les visiteurs et sur lesquelles les visiteurs étaient invités à se questionner sur la nature même des objets qu'ils prenaient en photo et qui étaient dans leur poche. Et donc, c'est un travail intéressant parce que c'est un travail de catégorisation des objets et c'est surtout un travail de constitution d'une connaissance partagée, une connaissance collective, qui va être cette base de données des objets, mais pas seulement des objets photographiés, c'est aussi des objets catégorisés selon des critères choisis par l'artiste. C'est ça qui est intéressant. Donc ça, c'est typiquement un système de contribution qui va permettre de produire un savoir collectif. Et là, on commence à approcher de ce qui ensuite est venu des sciences participatives, c'est-à-dire où vraiment il y a un travail de protocolarisation, de fabrication de protocoles pour pouvoir faire converger les observations vers une production commune et publiable éventuellement. Là, en l'occurrence, la publication, c'était le site web que vous voyez donc tout à fait sur la droite, avec tous les objets documentés. Alors. Donc, j'en viens à quelques points d'organologie. Donc, ce que nous appelons à l'IRI l'organologie, ça a été publié dans plusieurs ouvrages dirigés par Bernard Stiegler principalement. Donc, l'idée, c'est que le savoir repose toujours sur une organologie, c'est-à-dire sur des éléments soit biologiques, techniques ou sociaux. C'est notamment dans cet ouvrage « Organologie des savoirs et technologie de la connaissance », on explicite ce principe. Et bien sûr, ces travaux se sont poursuivis à travers la revue Études digitales ou plus récemment sur le livre que nous avons publié sur « Prendre soin de l'informatique et des générations », donc qui est paru l'année dernière. Alors, ces organes, finalement, biologiques, techniques ou sociaux, il faut toujours, à partir du moment où on identifie l'organe, on va pouvoir aussi en trouver sa normativité, c'est-à-dire trouver la manière d'en prendre soin. Et c'est ça qui est intéressant dans les musées, c'est de pouvoir concevoir une organologie dont les gens puissent prendre soin, c'est-à-dire qu'ils n'en soient pas juste consommateurs, mais qu'ils en soient coproducteurs et ensuite qu'ils prennent soin de son état de marche et de son prolongement, bien sûr. Alors, sur l'organologie du vivant, c'est intéressant parce que c'est un thème que nous allons traiter cette année aux entretiens du Nouveau Monde industriel, donc c'est notre thème de recherche de cette année. Il y a différentes manières d'aborder le vivant. C'est jamais très facile pour les musées. Pour moi, c'est même un challenge. Donc là, vous avez l'exposition « La fabrique du vivant » du Centre Pompidou, où là, il y a une approche extrêmement scientifique, mais qui peut-être passe à côté de l'ancrage humain du vivant, à travers des activités de la société, par exemple. Et à côté, vous avez tous les projets de sciences participatives du Muséum d'histoire naturelle, qui sont exemplaires, mais qui ne sont pas toujours reliés aux expositions qui ont lieu au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, si vous voulez, il y a ce rapport au vivant qui est extrêmement intéressant, à la fois dans le champ artistique comme dans le champ scientifique. Il faut arriver à l'articuler avec la société. Finalement, c'est l'élément difficile souvent
à maîtriser pour un projet muséal. Alors, c'est ce que nous essayons de faire en ce moment avec le muséum, précisément, sur la question de l'alimentation, donc à travers le projet Contribalim, qui est un projet de l'ADEME, lauréat donc, du concours CO3 de l'ADEME de l'année dernière, où il s'agit de définir des protocoles d'observation des pratiques culinaires, mais aussi relatifs à la qualité des aliments. Donc, il y a des éléments scientifiques, des éléments culturels, il y a des éléments de pratique sociétale, si je puis dire, même de l'art de la table. Alors ça, c'est intéressant à relier, bien sûr, aux activités des musées. Ce n'est pas encore fait, mais nous y travaillons dans le cadre de la candidature de Saint-Denis, capitale culturelle 2028, puisque la particularité de cette candidature, puisque nous y sommes associés, puisque c'est un territoire sur lequel nous travaillons maintenant depuis 2016, c'est un peu de travailler sur ce qu'on appelle souvent le patrimoine immatériel, hein, si on prend la définition de l'UNESCO, c'est-à-dire précisément les pratiques culinaires, les pratiques sociales, les pratiques musicales, artistiques, musique de rue aussi. Enfin, il y a beaucoup d'activités de ce type-là en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est intéressant pour les musées de pouvoir s'ancrer sur ce type de pratiques. Alors, organologie de la technique, bon, ça c'est fondamental dans le développement des arts. Il y a toujours une technique qui est en général au centre d'une pratique artistique, et qui en plus, cette technique va être, je dirais, le point de rassemblement aussi, de constitution d'une communauté d'amateurs. Donc, quand on parle aujourd'hui de design des communautés, ou de community design, dans des termes anglais, c'est souvent lié à une organologie. Ici, les ciné-clubs, par exemple, la caméra 9.5, ça constituait le cœur d'une organologie artistique et sociale liée à l'outil. Mais on retrouve ça en musique. On a beaucoup travaillé sur ce thème à l'IRCAM, donc où j'avais développé avec Nicolas Donin les écoutes signées. Donc, vous voyez, ce sont des outils qui permettent d'écouter la musique, mais à l'aide d'instruments d'écoute, non pas seulement des instruments de pratique, ou bien dans le champ du cinéma, puisque au Centre Pompidou, nous avions développé le système ligne de temps, qui est pareil, un outil fait pour favoriser la contribution écrite sur les films, sur le cinéma, et qui peuvent aider à constituer des projets de recherche. Donc ça, c'est un projet de recherche mené par Hélène Fleckinger sur les bobines, ça s'appelle Bobines féministes, sur des archives des toutes premières vidéos amateurs, justement, des manifestations féministes des années 70. Et donc, à l'aide d'un outil d'enregistrement de témoignages, qui était ouvert aux témoins de cette période, on a pu recueillir des témoignages vocaux synchronisés aux archives du fonds qui est déposé à la BNF. Donc ça, c'est typiquement un projet de recherche d'archives, mais qui peut être enrichi par la contribution sur les vidéos. Alors, le projet Histoire des Arts qu'on a mené avec le ministère de la Culture, c'est le même principe, mais on utilise plutôt la métaphore de la carte mentale. Et donc, il y a eu une centaine de cartes mentales qui ont été produites à partir de notices relatives à des œuvres disponibles sur ce portail du ministère, Histoire des Arts. Donc, la carte mentale sert finalement d'organologie et de protocole, si on peut dire, de contribution pour constituer une base de données qui va être une base documentaire, finalement, sur les œuvres rassemblées sur ce portail. Alors, c'est le cas de Joconde Lab, bon, Laurent Manœuvre peut-être en parlera, où il y a aussi cette idée de fabriquer un protocole
de contribution. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt du tagging, mais d'une manière à ce que la qualité du tag soit contrôlée. On utilisait notamment un système d'autocomplétion, c'est-à-dire de présentation des mots-clés au moment où on les tape, par connexion à DBpedia. Ou bien Iconolab, donc, qui est aussi un projet qu'on a mené avec Laurent Manœuvre, où là, il s'agissait de travailler sur la qualité du tag, avec un outil qui permet de détourer l'image, puis de la commenter, mais également de la taguer, notamment à l'aide de 2 tags intéressants, la fiabilité et la pertinence, qui sont 2 choses assez différentes. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr de votre mot-clé, donc vous avez une forte fiabilité, mais en même temps, vous pouvez douter de sa pertinence. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est intéressant? Vous pouvez aussi juger de ce critère après avoir utilisé le mot-clé. Donc là, on commence à rentrer dans des questions d'épistémologie, finalement, qui sont intéressantes à traiter de manière contributive avec ces outils. Alors, pour finir, organologie du social, donc ça, c'est des projets plus récents que nous menons à l'IRI, avec des scolaires. Donc là, le lien au scolaire est toujours très fort avec les musées, mais ce qui est intéressant, c'est si le musée peut mettre à la disposition de ces groupes scolaires des outils qui vont pouvoir être utilisés en classe ensuite, ou même à la maison éventuellement. Là, en l'occurrence, nous travaillons avec un jeu vidéo qui est une version libre de Minecraft, et qui est un jeu, une sorte de Lego, si vous voulez, qui permet de faire des propositions d'aménagement urbain, un peu comme un Lego, si vous voulez. Et ces propositions vont pouvoir être petit à petit retravaillées dans les classes de manière à constituer des dossiers de construction, un peu comme des plans d'architecte. Ce qui est très intéressant, c'est, et nous essayons là encore avec le projet de Saint-Denis, capitale culturelle 2028, de le mettre en place, c'est que cette activité de proposition urbaine dans les collèges et les lycées de Saint-Denis puisse être visible dans les musées, et que les musées accompagnent aussi ces travaux, parce qu'il y a parfois aussi des propositions qui peuvent être faites pour le musée lui-même. C'est très intéressant. Pour l'instant, le projet est centré sur les équipements olympiques, qui, vous le savez, sont nombreux dans ce département pour 2024, mais ça pourrait aussi toucher des propositions sur des aménagements publics, des musées, des bibliothèques ou d'autres équipements urbains. Alors, dernier point, et peut-être donc une réflexion plus récente sur la question de comment associer les visiteurs, comment associer les contributeurs, comme nous les appelons à l'IRI, à ces travaux de recherche culturelle participative dans les musées. Alors d'abord, là, je m'appuie un peu sur les travaux qu'on a menés récemment, donc notamment le séminaire que je vous invite à écouter, qui a été proposé par Peter Sinclair à l'école d'art d'Aix-Marseille sur ici en l'occurrence l'expérience du bureau des guides à Marseille, où là on voit bien que les institutions culturelles sont intéressées à se poser les questions, enfin souvent partent d'un problème politique, si je puis dire, d'un problème de droit. Par exemple, des droits d'accès à des éléments naturels ou des droits d'accès à des friches. Et cette expérience du bureau des guides est très intéressante parce que finalement, elle a une dimension à la fois exploratoire, artistique et également politique, au sens où
la déambulation, la balade urbaine, va être aussi une forme de revendication. Autre exemple qu'on a mentionné à la séance juste avant, la première séance de ce cycle sur les musées, l'expérience du MUSEM, notamment sur les savoirs des Roms en Europe. Donc un projet de long terme, puisqu'on met ça sur au moins 3 ou 4 ans. Ce n'est pas fini d'ailleurs, je crois qu'il y a une expo qui est prévue encore l'année prochaine. C'est très intéressant quand on peut travailler sur le temps long, parce que on peut justement développer ce que nous appelons à l'IRI la capacitation, c'est-à-dire le pouvoir d'agir, le savoir, et notamment là, ici, en l'occurrence, des savoirs tout à fait particuliers de cette culture rome, qui font que d'ailleurs, parmi les participants de ce projet, certains vont pouvoir trouver aussi des nouveaux métiers à partir de cette activité. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que on n'en a pas forcément encore tellement parlé, mais je pense que dans l'expérience muséomix, on a un peu aussi cet aspect de capacitation aux techniques muséographiques qui font que finalement les amateurs qui participent à ces projets peuvent tout à fait, si on leur permettait d'avoir des relations plus régulières et plus constantes avec les musées, pourraient tout à fait articuler, nous on dit de manière intermittente, articuler ces activités de recherche participative avec un métier, avec un emploi dans lequel ils peuvent valoriser évidemment les savoirs qu'ils ont développés dans ces projets auprès des musées. Alors c'est le modèle que nous soutenons actuellement à l'IRI, je terminerai avec ça. Il y a énormément de propositions aujourd'hui pour trouver une nouvelle articulation entre ce que nous appelons le travail et l'emploi. Nous distinguons fondamentalement le travail et l'emploi. Le travail, c'est l'osium, c'est presque le loisir, si vous voulez. C'est-à-dire le travail, c'est tout ce que vous faites lorsque vous n'êtes pas subordonné. L'emploi, au contraire, c'est typiquement la situation dans laquelle vous êtes subordonné, c'est-à-dire que vous êtes contractualisé pour effectuer une certaine tâche. Et donc, articuler travail et emploi, ou on pourrait dire savoir et emploi, c'est un modèle qui est très intéressant et qui peut se faire de différentes manières. Toutes les structures d'insertion ou d'alternance essayent de mettre en place ce principe. Les territoires zéro chômeur de longue durée sont une expérience qui est maintenant reconnue comme capacitante pour les habitants sur des métiers bien particuliers. Pour l'instant, assez peu dans le champ culturel, mais ça pourrait tout à fait être intéressant pour les musées de collaborer avec les territoires zéro chômeur. Non pas juste pour faire du social, mais parce que les savoir-faire du musée peuvent être capacitants pour les gens qui suivent ces programmes et peuvent typiquement leur permettre de s'insérer ou de se réinsérer de manière tout à fait intéressante dans l'économie et dans la société. Il y a un peu cette idée dans le revenu de transition écologique également, où là, la personne est soutenue par un revenu à condition de participer à un projet environnemental ou sur la transition écologique de manière générale. Et enfin, donc, le modèle de l'économie contributive que nous soutenons à l'IRI, dont je vous ai mis la référence de l'article qu'on a publié l'année dernière sur l'économie de la contribution et la gestion des biens communs. Le principe, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un principe qui nous vient de la culture, puisque l'inspiration du modèle de l'économie contributive, c'est l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire le principe selon lequel la personne est soutenue, en l'occurrence pour les intermittents du spectacle, c'est une allocation chômage, mais là c'est une sorte de généralisation, si vous voulez, le revenu contributif est attribué à la personne à condition, ce n'est pas un revenu inconditionnel, ce n'est pas un revenu universel, si vous voulez, c'est un revenu conditionné à un certain nombre d'heures d'emploi qui, si elles sont faites, si elles sont atteintes, permettent à la personne d'être couverte finalement
toute l'année par un revenu qui vient en complément des heures d'emploi. Alors, cette intermittence fondamentale est très, très intéressante et pourrait tout à fait être développée dans les musées, puisque le musée peut être un lieu de capacitation formidable, de développement de projets de sciences participatives, de projets de recherche culturelle participative. Et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir soutenir un certain nombre de citoyens, finalement, participant à ces projets. Je pense, par exemple, aux personnes qui ont été présentées par le MUSEM dans la session précédente, de les soutenir dans le développement de leur savoir-faire, à condition que voilà, elles entreprennent ou elles valorisent finalement leur savoir dans l'économie. Ça peut être auprès de sociétés qui travaillent pour les musées, mais ça peut être aussi pour des sociétés qui sont dans d'autres secteurs et qui apprécient le savoir-faire qui a été développé au cœur de ces projets qui sont en général, très valorisants pour la personne, puisque c'est l'esprit amateur, finalement, qui anime le participant à ces projets. Et donc, cette motivation, c'est aussi celle du développeur de logiciels libres. Donc, deuxième inspiration du modèle, hein, les communs numériques. Un développeur de logiciels libres, il a son projet personnel, où il n'est pas subordonné, totalement libre de le développer. Et ce savoir particulier du développeur de logiciels libres est très reconnu par les entreprises qui cherchent, bien sûr, à les embaucher de manière intermittente en général. Donc, vous voyez, cette articulation, on la trouve finalement dans plein de domaines, dans les communautés de malades. Vous avez aussi ces savoirs qui sont extrêmement intéressants, que nous travaillons à Seine-Saint-Denis sur de la surexposition aux écrans aussi. Mais bon, là, on s'éloignerait un peu du secteur culturel. Mais dans le secteur culturel et le secteur des musées, il y a des savoirs tout à fait particuliers qui peuvent être cultivés au sein de collectifs en articulation avec une activité qui va permettre à la personne finalement de s'insérer et de valoriser le projet qui lui tient à cœur dans l'économie, dans l'emploi. Donc c'est le principe du revenu contributif, voilà, que vous avez sous forme de schéma, donc d'alternance, de période d'emploi et de période de capacitation. Donc périodes de capacitation qui peuvent être conduites au sein des musées et périodes d'emploi donc chez des employeurs labellisés, donc qui sont labellisés comme pouvant accueillir ces personnes, hein, parce que c'est comme dans le secteur de l'intermittence du spectacle, ça n'est pas autorisé à tout le monde, c'est un gros avantage pour les employeurs. Et donc, cette alternance, cette intermittence est conditionnée à des périodes d'emploi et conditionnée aussi à, bien sûr, un suivi des activités de capacitation organisées, par exemple, par le musée. Voilà, par exemple, nous faisons ce qu'on appelle des cahiers de recherche contributive qui permettent de suivre l'activité de ces groupes. Là, en l'occurrence, c'est le projet de modélisation urbaine dans les établissements scolaires en Seine-Saint-Denis, mais on pourrait imaginer le même type de cahier de suivi, cahier de recherche pour les projets de recherche participative dans les musées. Voilà, je vous donne quelques références récentes. Donc ça, c'est le rapport, enfin récent, 2019, hein, c'était le premier rapport qu'on a produit dans le réseau Participact. Et vous avez donc les annexes notamment de ce rapport qui reprennent une grande partie des éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, donc produit par Victor Drouin-Leclerc, Lisa Chupin et moi-même. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, merci Vincent. Je vous laisse peut-être le temps de noter les références, ceux qui le souhaitent. Sachez qu'à l'issue des séminaires, on publiera une bibliographie avec tous les articles qui ont pu être mentionnés et beaucoup d'articles en lien avec ces sujets. Donc, vous pourrez également retrouver toutes ces références-là.